un peu éblouissant. J'essaye de... Ok. Ah, Alice, tu vas devoir m'aider, j'ai aucune idée comment ça. Ok, bon, je me présente. Moi, c'est Claudette Levançat, cofondatrice de Fempo. Mais avant de commencer dans tout ça, déjà, je veux remercier Alice et toute l'équipe de The Family pour m'avoir demandé de participer à cet event. Donc le premier The Femme. Je vous avoue, je suis un peu nerveuse. C'est la première fois que je suis nerveuse pour une presse parce que normalement ça va super bien. Mais en vrai, c'est une situation parce que déjà, je pense qu'il y a une belle énergie dans la pièce et je veux m'assurer que en fait je délivre. Donc en tout cas, bear with me, comment dire en anglais. Donc en fait, quand j'ai discuté avec Alice, quand elle m'a pitché cet événement, elle m'a dit bon Claudette, je voudrais que tu viennes, que tu nous présentes un peu tout ce que tu auras appris autour quand tu as monté Fempo, mais pas nécessairement autour de l'entreprise elle-même, mais vraiment les révélations, si on veut, que j'ai eues ces 2 dernières années. Et tu vois, il y avait plein d'idées qui découlaient, tout ce que j'aurais pu voir, et j'ai essayé de faire une façon de synthétiser cette information et vraiment en ressortir avec les 3, on va dire, grandes révélations, un peu les peurs universelles que je crois qu'on a identifiées, en tout cas en nous-mêmes, en tant que cofondatrice, mais aussi vis-à-vis les femmes avec qui on a des interactions régulièrement, que ce soit par mail ou en personne ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais essayer de faire, moi, pour les 3, 4, 5 prochaines minutes, c'est vraiment de vous présenter cette synthèse et ensuite, on va voir comment on peut en discuter, débattre et all that good stuff. Donc la première chose, c'est, comme j'ai dit, c'est comment Fempo nous a permis de surmonter ce que moi je crois être 3 challenges universels. Le premier, c'est subir des situations sans réagir. Donc en fait, pour moi, ça c'est... Tout d'abord, ça s'est présenté quand, en fait, Fempo, c'est quelque chose qu'on a lancé en discutant en premier avec des femmes. Et en fait, on a découvert, de par un sondage, que tu avais 70% des meufs qui disaient qu'elles étaient inconfortables durant leur période de règles. 70%. Je suis tombée de ma chaise, quoi. Je suis comme, mais comment une forte majorité de personnes peuvent, une fois qu'on leur pose la question, dire « oui, je suis inconfortable ». Et... c'est tout. Genre, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Jusque-là, il y avait presque rien qui avait été présenté. Et moi, en fait, ce que ça m'a révélé, c'est vraiment ce côté où est-ce qu'on subit des situations et on s'habitue à l'inconfort. Et on se dit, en fait, c'est normal, quoi. C'est limite, on ne reconnaît même pas qu'on est inconfortable jusqu'à ce qu'on nous présente quelque chose d'autre, une alternative, un plan B. Et c'est un peu comme, on le décrit avec Fanny, c'est que tu as mal au dos, tu as mal au dos, tu as mal au dos. Au bout d'un moment, tu te dis, c'est normal. Et un jour, tu vas voir un médecin, un chiro, une masseuse, quoi que ce soit, et tu te redresses et tu te dis, ah ouais, putain, il y a possibilité de ne pas avoir mal au dos. Mais en fait, pour 70% des femmes avec qui on a discuté, elles, ce mal de dos, elles l'avaient un peu intégré, quoi. Et pour moi, c'était une folie pas possible. Et donc ça, c'était un peu un des premiers trucs qu'on a, on va dire, découvert. Le deuxième, c'est cette idée de se comparer aux autres pour déterminer quels sont nos besoins. Donc c'est se dire, en fait, la voisine, elle a ça, donc moi, en fait, si je veux définir ce dont j'ai besoin, c'est dans le cadre de ce que la voisine, elle a. Ou sinon, les hommes, ils ont ça, donc en fait, moi, quand je veux définir ce dont moi j'ai besoin, je dois le définir de par cette construction-là. Et encore une fois, pour nous, ça se révélait de la façon dont on nous adressait, on nous posait des questions lorsqu'on parlait du projet. C'était toujours dans un contexte de comparaison. Alors vous, en tant que femme, vous, en tant que jeune diplômée, vous, en tant qu'immigrante, vous, en tant que... Et au bout d'un moment, j'étais comme, mais pourquoi on n'arrête pas de me demander de me comparer, en fait ? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Qui suis-je? Comment je définis les choses qui me mettent inconfortable ou les choses dont j'ai envie d'accomplir? Et ensuite, je vais de l'avant. Et ça, c'était une construction. Et en tout cas, en 2 ans, en discutant, j'ai toujours cette impression que c'est toujours en se comparant aux autres que les femmes décident ce qu'elles ont de besoin. Qu'elles se disent, si elle a ça, ok, je peux décider c'est quoi la moyenne. Et donc, je vais me situer, je vais me contenter finalement de plus ou moins la même chose. Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous on essaye de contrer, c'est plutôt d'avoir un discours de
en fait, what do you want? Like, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but en fait? Qu'est-ce que tu essayes de réaliser? C'est quoi ton projet? C'est quoi tes ambitions? Et en fait, de là, tu décides ce que tu veux accomplir ou pas. Donc c'est un peu ce qui nous arrive, et je vous en parlais un peu plus durant l'interview. Et la troisième chose, qui elle était une énorme révélation et qui en fait est le moteur de ce projet, c'est cette idée de vraiment de garder les choses pour soi. Donc encore une fois, je vous ai dit, nous ça a commencé de par un sondage, et on pourra en parler un peu plus en détail, mais éventuellement ce qui est arrivé, c'est qu'avec ce projet, on a créé un espace de discussion. On a, avant de créer un produit physique, c'était vraiment l'idée de comment on crée un espace où est-ce que finalement on peut se dire les choses, où est-ce qu'on peut utiliser les vrais mots, où est-ce qu'on n'utilise pas des euphémismes, où est-ce qu'on peut, tu vois, nous à Fempo, on ne parle pas des Anglais, on parle de règles, tu vois, on ne parle pas de ragnagna, on parle de règles, on dit les choses comme elles sont, et comment une fois qu'on commence à discuter, on se rend compte qu'en fait on n'est pas une anomalie, on n'est pas une exception, on n'est pas, tu vois, oh, moi c'est différent parce que, non en fait, toi qui es différente, il y a 10 000 autres meufs en fait qui te ressemblent, et donc si on a 10 000 autres, ou 100 000, ou 1 million d'autres, en fait t'es pas une exception quoi. Et là on commence à changer la façon qu'on présente les choses, les mentalités, et même les mots qu'on utilise, et on va dire l'esprit avec lequel on aborde certains sujets. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est énorme pour nous, parce que le moteur primaire de ce que je fais, les gens disent, c'est le mot le plus utilisé, c'est la communauté. Alice a parlé de sororité. Pour moi, c'est le pilier sur lequel je me suis fondée ces 2 dernières années. C'est l'idée de dire que quand tu arrêtes de garder les choses pour toi, quand tu commences à parler franchement, quand tu utilises les bons mots, quand tu es sincère, quand tu es vulnérable, en fait, très souvent, celles qui viennent vers toi sont plus que pleines d'amour en fait, et parce qu'elles se reconnaissent, et ça c'est valable homme ou femme en fait. Mais là on est dans un contexte parce qu'on parle de femmes, mais vraiment pour moi c'était énorme, parce que même à travers des challenges que j'ai vécus ces 2 dernières années, le moment où est-ce que je me suis dit en fait je vais en parler sincèrement, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, et je me suis surtout rendu compte qu'il y en avait plein d'autres qui vivaient plus ou moins la même situation et qui pouvaient offrir de l'entraide, du support et tout et tout. Donc je vous parle de ces 3 grands challenges parce qu'en fait pour moi ça résume non pas un parcours qui est aussi de mon projet entrepreneurial, mais aussi un parcours autour de ce que la mission de Fempo est finalement. Pour celles qui connaissent l'entreprise, et on pourra en parler en détail en fait ce qu'on fait, mais avec Fanny on a très bien compris, en tout cas cette année, que la mission de Fempo, c'était pas juste simplement de proposer une solution, une alternative, un produit physique que les femmes pouvaient porter durant leurs règles, mais c'était plutôt qu'on se positionnait sur une situation où est-ce qu'on allait en effet changer le game pour la vie des femmes en fait. Et en fait, c'est changer le game dans la vie des femmes, mais aussi dans nos vies à nous aussi. C'est se dire comment on va créer une situation où est-ce que les femmes vont pouvoir reconnaître leur corps comme une force, comme quelque chose de positif, et non pas quelque chose sur lequel elles doivent être mal à l'aise, ou est-ce qu'elles doivent être en combat, ou est-ce qu'elles doivent le dénigrer, ou est-ce qu'elles doivent se dire mon corps il est faible, donc je dois nier qui je suis. Donc en fait, moi, mon projet, c'est ça en fait. C'est ça ma mission, et c'est ce qu'on veut développer sur les prochaines années, si tout va bien. Mais c'est l'idée même. Et comment on sait qu'on va pouvoir le faire? C'est que, comme disait Alice, dès qu'on a développé, nous, ce qui nous est arrivé, c'est que, tu vois, tu crées ton truc, tu as un peu peur, et en fait, la première année, 50 000 personnes ont dit oui. Elles ont dit oui, je veux vous rejoindre, je veux faire partie de votre délire, parce que finalement, vous adressez avec le ton, avec l'humour, avec la sincérité, avec l'honnêteté, un problème qui est réel, mais non seulement un problème qui est réel, mais dans un contexte où il n'y a pas de jugement, quoi. Et on pourra en parler un peu plus avec Maya en termes de comment je présente les choses, mais je crois que sincèrement, une des choses qui nous rend fortes, c'est vraiment de
de céder et d'avoir un espace de discussion comme celui-là, qu'on a ici physique, mais aussi des espaces en ligne, qui, eux, permettent aux femmes et aux hommes de parler de choses qui ne sont pas vraiment des tabous, parce qu'en fait, les tabous, eux, c'est plutôt nous qui les créons, donc si on décide qu'ils ne le sont plus, c'est fini. So, c'est ça un peu mon projet. Je vais arrêter de parler maintenant. On l'applaudit. Et donc maintenant, on peut passer à la discussion avec toi, Claudette. Yes. Ouais, et avec Maya, qu'on peut applaudir également. Merci. Bonsoir, est-ce que le micro marche? Oui, parfait. Je suis Maya Mazorette et très très contente d'être là ce soir. Ah, c'est mieux comme ça. Je vais d'abord poser quelques questions à Claudette et ensuite c'est vous qui allez poser des questions une fois que j'aurai terminé. Donc il y aura 10 minutes avec vos questions à vous et on en reparlera à ce moment-là. Je suis apparemment censée élever le débat, mais j'ai bien peur que, vu ce que je viens d'entendre, t'en aies pas plus besoin que ça. Donc je vais commencer par une citation qui est la tienne, qui est sur ton site, dans la page About. On peut lire « We are not selling period-proof panties here. We are building a movement for women to fully own their bodies and its strength. » En bon français pour... tout le monde parle anglais. Ok, en français quand même. « Nous ne vendons pas de culottes pour les règles. Nous construisons un mouvement destiné à faire recouvrir aux femmes le plein potentiel de leur corps et de leur puissance. » Donc tu disais que tu voulais changer le game. Ça peut paraître étrange de changer le game pour les femmes en partant de leur corps, en partant de leurs règles. Non, pas du tout. Pourquoi pas? En fait, ce que je découvre, et même par ma propre expérience, mais surtout par celle des femmes qui m'écrivent, c'est que trop souvent, notre corps, il est perçu comme faible. Il est perçu comme moins bien que. Il est comparé à d'autres. Et donc, c'est l'espace qu'on habite, c'est l'espace qui nous suit, avec lequel on grandit, qu'on vieillit et qu'on meurt. Donc pourquoi ça ne serait pas le premier lieu par lequel on redéfinit en fait qui on est, qui on veut être et comment on veut vivre dans un espace public. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que je commence par le corps. Il s'avère que le sujet sur lequel j'ai commencé, c'est les règles, mais je pense qu'il y aurait pu avoir plein d'autres aspects, mais c'est juste la vie est faite de telle sorte que c'est les règles par lesquelles j'ai commencé. Mais pour moi, c'est fondamental. Si on n'est pas bien dans notre corps, si on n'est pas bien dans notre espace physique, bonne chance pour le reste, quoi. Je vois pas vraiment comment on peut commencer à avoir des autres débats si déjà dans ta peau, dans les fonctions de ton corps, tu n'es pas en mesure de les prendre, de les... pas nécessairement les aimer, parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on les aime moins que d'autres, mais au moins les reconnaître et les voir pour ce qu'elles sont et comment on peut mieux les vivre finalement. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu racontes, parce que la plupart du temps, quand on veut faire un mouvement, ou même, soyons fous, de la politique, on dit justement il faudrait ignorer le corps. En fait, le corps, c'est ce qui vient un peu en dernier. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord, que ces dernières années, on a commencé à faire plus attention à ça. Il y a même une philosophe qui s'appelle Camille Froidevaux-Métairie qui parle du tournant génital du féminisme. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, dans le tournant génital du féminisme? Oui, et en passant, on adore Camille. On a même fait un événement ici avec elle en février, très bien perçu. Et en fait, Camille nous a aidé à avoir ce déclic et aussi mettre des mots sur ce que nous, on avait que comme instinct. Donc oui, je me reconnais absolument dans ce qu'elle dit, parce que en fait, cette idée d'avoir mis son corps de côté pour être un peu comme les autres, tu vois, être finalement un homme comme les autres, nous a pas servi en quelque part. Certes, il a servi pendant un certain moment, mais en fait, ce qu'il a surtout fait, de mon point de vue, c'est de nier un peu la nature même de qui on est en tant que femme. Le fait qu'on est des êtres cycliques, qu'on a, tu vois, des hauts et des bas et qui reviennent constamment. Je te disais juste tout à l'heure en backstage que franchement, je suis
épuisée aujourd'hui. Je suis en J2 de mes règles, je suis dead, quoi. Ça fait 2 jours que je manque mon réveil, et en vrai, si je m'étais écoutée, déjà, je serais restée au lit ce matin un peu plus longtemps. J'aurais peut-être pas speedé, je me serais fait un thé et j'aurais vraiment reconnu, pas que je m'empêche de faire des activités, mais plutôt, écoute, meuf, t'es J de tes règles, calme-toi, quoi. Mais on est tellement dans cette dynamique des fois de, tu pousses, non, ça va, ton corps il est mis de côté, que finalement tu te fais du mal plus qu'autre chose. Donc, je crois que de reconnaître les cycles, c'est pas de se rendre faible, c'est juste d'avoir un niveau de conscience plus élevé et de décider comment on vit dans ce monde, dans cet espace. C'est comme ça que Oui, et je pense que cette conscience, elle est de plus en plus développée. J'ai compté ces dernières années une bonne dizaine de publications d'essais consacrées aux règles, alors qu'à mon avis, même il y a 10 ans, ça aurait été complètement impossible. Il y a un festival des règles qui a lieu à Paris. Il y a eu la 2e édition le mois dernier qui s'appelle Sans Rancune, ou en sans S-A-N-G. Il y a même du merchandising, il y a des expressions féministes. Bois mes règles, j'adore. Et moi, personnellement, je suis vraiment contente en fait, de voir les choses changer parce que, alors, outre que la première fois que j'ai eu mes règles, c'était l'espèce de grand moment de solitude et de silence radio à la maison, où mes parents voulaient bien faire, mais en même temps, ça tombait vraiment à plat. Et récemment, en discutant avec une personne de ma famille de mes règles, il y avait un de mes proches dans la pièce qui a dit qu'il ne fallait pas qu'on parle des règles en sa présence, comme si c'était un truc contagieux, parce que ça le dévirilisait. Et c'est pour dire quand même à quel point on part de loin sur cette thématique en particulier. Alors pourquoi l'avoir choisi ? Parce qu'on aime faire les choses compliquées avec Fanny. Non, mais en vrai, c'est vrai, on aime faire les choses compliquées, mais c'était un sujet qui oui, c'était pas sexy en 2016 de parler de règles. C'était limite, on disait, écoutez les filles, je comprends pas, quoi. Vous avez fait des bonnes écoles, des bonnes études, pourquoi ce sujet un peu chelou mais tu avais aussi l'autre côté, l'envers de la médaille qui était, go, quoi, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend et en plus vous le faites dans un ton qui est tu vois, des fois neutre mais des fois hyper festif avec des paillettes et genre des vrais mots. Donc quand on a décidé de parler de ce sujet-là, c'était à la fois parce que moi j'ai un background qui est plus en santé et j'ai travaillé pendant plusieurs années en ONG autour de la santé des femmes et le corps des femmes, mais aussi Fanny qui elle est curieuse de tout, elle s'est juste dit allons-y, prenons ce challenge et essayons de voir ce que nous on peut faire avec cette matière, non pas parce qu'on voulait vraiment, c'était pas, comme disait Alice, c'était pas l'idée de la $1 billion company, c'était juste essayons de voir s'il y a vraiment une vraie problématique. Est-ce que c'est juste une niche qui, elle, a besoin de cette discussion ou est-ce que c'est quelque chose de plus important ? Et rapidement, on s'est rendu compte que oui, ce sujet, il était important parce que dès que tu mettais le doigt dessus, des milliers de personnes venaient, laissaient des commentaires, disaient mais en fait, je veux savoir c'est quoi la suite, comment vous allez évoluer, girl power, tout le tralala, mais c'était clair que c'était pas... le moment était venu en fait. Le moment était venu, il y avait aussi des bouquins qui commençaient à sortir sur le sujet, et donc je pense que c'était une combinaison de juste avant le bon moment, mais tu vois, le timing était presque parfait, en tout cas pour nous. Et aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de personnes se lancent sur le sujet, créent leur propre asso, créent leurs propres produits. Il y a même des fois des trucs un peu en open source, comment créer tes protections maison. Donc c'est plus nécessairement ce que c'était il y a presque 3 ans, mais il y a encore un chemin à faire, je crois. Donc, ouais, et en même temps, c'était pas joué parce que j'ai l'impression que sur ce sujet en particulier, entre les pubs pour tampons avec du sang bleu et des publicités qui quand même consistaient à faire du shaming, tu partais de loin. Est-ce que tu as dû un peu batailler contre ça ? Non, parce que déjà j'ai beaucoup de mal à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la cour, donc je suis souvent comme hyper focus, c'est mon truc, je sais où est-ce que je vais, on continue la route, donc c'est ce que je disais au début, regarder ce qui se passe à côté ou se comparer aux autres pour définir ses besoins, en fait oui c'est une tendance qu'on a l'habitude de faire, mais pour nous c'est devenu de moins en moins le cas. On n'arrête pas de se dire en fait j'ai besoin de quoi ?
qu'est-ce que je veux faire et je fais comment pour avancer. Et ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, des fois c'est important de regarder, mais très souvent c'est juste du défocus en fait. Donc non, si ma communauté elle est là, si les gens continuent à me suivre, s'ils continuent à me donner l'encouragement et le renfort nécessaire pour me dire écoute Claudette, t'es dans la bonne voie, je continue. Et donc je dis pas qu'il n'y avait pas nécessairement des gens qui étaient peut-être contre, mais en fait, ce que j'ai appris, et surtout d'autres auteurs et d'autres textes que j'ai lus m'ont aussi renforcé dans cette vision, mais c'est pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui font des critiques, en fait, la blague, si on veut, c'est pas pour eux, en fait. Ils n'ont pas compris. Donc, next. Ouais, Et t'en as des critiques ? T'as des gens qui viennent te donner leur avis Oui, tout le monde vient donner son avis. Tout le monde a toujours un avis. Ouais, mais là, ça veut dire que les gens viennent quand même sur un site ou sur des réseaux sociaux dédiés aux règles pour dire qu'il ne faudrait pas parler des règles. Ce serait un peu bizarre, non ? Pas nécessairement sur le site, mais on l'a eu sur des publications sur Facebook ou des trucs comme ça, parce que c'est dégueulasse, et you're like, ok, merci, mais c'est pas pour toi en fait. Donc je continue à viser et discuter avec celles pour qui c'est le sujet. Parce que sinon, oui, tu prends beaucoup d'énergie à essayer de justifier ce que tu fais quand, en fait, pour plein de personnes, j'ai pas à me justifier. Ils comprennent déjà et ils savent que c'est important. Donc, peut-être plus tard, je vais... Non, en fait, non. Je pense que je vais vraiment passer du temps à focus sur les... Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu as créé l'entreprise ? Concrètement, j'ai commencé avec 250 € et une machine à coudre. Et ma pote Fanny, que vous voyez juste là, c'est Fanny, je l'adore. Donc concrètement, et la version, vous l'avez sur plein de petits clips en ligne, mais la version très courte, c'est quand tu as un petit budget, tu te démerdes comme tu peux. Donc tu crées des protos à la main, tu les vends tout de suite parce que tu n'as pas d'argent et tu as besoin du revenu. Tu prends les commentaires qu'on te donne, parce que quand quelqu'un paye pour quelque chose, il te dit la vérité. Et ensuite, tu itères. Tu itères, et un jour, avec l'audace, tout l'audace possible, tu vas à la banque et tu demandes un prêt. Et ils te disent non la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et finalement, quelqu'un te dit oui. Et tu te bats pour ce que tu veux, et c'est compliqué, c'est des longues heures. Mais comme je disais au début, moi, je pense que... un peu le succès initial de Fempo et le succès qu'on continue à avoir, c'est parce qu'on a été sincère sur comment on a développé tout ça, on a raconté notre histoire, on a expliqué qui on était, pourquoi on le faisait, comment les gens pouvaient nous aider en testant, en nous aidant sur l'itération, en nous donnant des commentaires, etc. Et en fait, on a grandi avec elles. Et donc, la première année, c'était 50 000 personnes, c'était un peu plus d'1 million de dollars de revenus, c'était une tornade d'émotions. On continue à la vivre régulièrement, mais la version où laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est on continue à travailler sur le sujet, quitte à vouloir développer une conversation au-delà de juste le produit physique, mais vraiment sur tout ce qui se passe de notre biologie, de notre corps, de comment on le vit. Donc ça, c'est un peu toutes les grandes étapes, en tout cas des 2 dernières années que j'essaye de... Et ça veut dire que du coup, tu incorpores dans les produits les choses qui concernent en particulier ta communauté. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ça ? Oui, carrément. Quand on a commencé, comme je disais, on a fait les premiers protos, ils étaient moches. Ensuite, ils étaient moins moches parce qu'on a pu payer une modéliste pour nous aider. Et ça continuait dans ce rythme-là. Et on a toujours demandé des feedbacks, en fait, le plus honnête possible, du plus simple au plus compliqué. Et surtout, on demandait aussi, c'est quoi les besoins de demain ? Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui va bien, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas, dont vous avez besoin pour plus tard. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a développé notre deuxième modèle, qui lui était pour flux abondant. C'était une question qui revenait, mais franchement, tous les jours. Donc, c'est comme ça qu'on a développé ce deuxième modèle-là. Ensuite, on nous a demandé des trucs, surtout autour du monde médical, on nous demandait quelque chose qui leur permettrait, parce que le noir sous la frotte blanche, ça passait pas. Donc, on a développé pour elles quelque chose
chose avec une couleur chère. Quand en fait on nous encourageait, ceux qui n'étaient pas clientes nous encourageaient à mettre de la dentelle ou des petits papillons, on était comme wow, plus tard. Pour l'instant on va se focaliser sur la fonction. Et aujourd'hui, ce qu'on va développer l'année prochaine, ça va être autour de taille un peu plus grande, parce que c'est ce qu'on nous demande, de forme un peu plus grande. Aussi pour les femmes postpartum, on nous a demandé aussi de développer pour elles. Donc après, je ne sais pas pour celles qui ont peut-être eu des enfants ou qui le savent, mais très souvent tu quittes l'hôpital avec 2 couches culottes et ils sont comme courage et pas très sexy. Donc en fait, c'est quelque chose aussi qu'on nous demande de développer. Donc on va dans cette direction-là. Et nous, finalement, on développe pour la communauté, en fait. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que j'essaye de faire comme si j'avais jamais eu mes règles, comme si je suis pas concernée par le sujet, et j'attends qu'on me dise, Claudette, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain truc que tu peux faire? Et c'est pas, je prends pas, évidemment, j'ai un billet, hein. J'ai des trucs que moi, je voudrais que Fempo développe, mais au final, c'est pas moi en fait qui est la cliente, c'est toutes les personnes qui elles nous écrivent, nous demandent, c'est elles qui vont décider en quelque part comment on développe cette entreprise, c'est quoi les prochains sujets, les prochains modèles, etc. Et ça veut dire que tu es constamment obligé de te remettre en question? Ah ouais, tout le temps. So exciting. Ouais. C'est un des trucs qui est compliqué. Hein. C'est compliqué de se dire, en fait, je sais rien des règles. Ça fait quand même 20 ans que je les ai. Mais des fois, il faut que tu t'arrêtes, tu mets ton cerveau un peu sur pause et tu te dis, si je n'étais pas qui j'étais et que j'avais que ma communauté, je ferais quoi en fait? Je les écouterais, je lirais les mails, je répondrais aux commentaires, je pousserais pour en savoir un peu plus. Et ce qui est super intéressant, c'est en fait quand les femmes en majorité nous écrivent, c'est souvent des questions hyper simples, genre est-ce que vous livrez dans les dom-toms? Est-ce que vous livrez à la Réunion? C'est des trucs hyper basiques. Donc nous, en SAV, on essaie de toujours répondre à la question, mais aussi de creuser un peu plus. Genre, est-ce que tu pourrais me dire un peu plus sur toi? Pourquoi tu veux? Est-ce que c'est la première fois que tu vas sur le site? Et en fait, ce que j'ai découvert, par email, c'est un peu plus compliqué, mais au téléphone, c'est fascinant ce que tu peux découvrir. Je me suis retrouvée une fois au téléphone avec une nana, la question c'était est-ce que vous livrez dans les dom-toms? 45 minutes plus tard, c'était genre l'historique complète, tu vois? Parce que je lui avais donné cette opportunité pour discuter et m'en dire un peu plus, non pas parce que c'était en mode market research, c'était plus, je voulais savoir c'était qui cette personne qui m'appelait, et tu vois, parce que quand même de commander un produit comme ça sur Internet, c'est un truc, quoi. Donc qui es-tu? Je veux savoir qui tu es pour mieux comprendre comment je me développe en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que produit. Pour moi, c'est vital, quoi. C'est pas possible autrement. C'est pas possible de se dire, j'ai la science infuse, je décide. Non. Ouais. Et en même temps, ça, c'est un peu tous les clichés du féminin, c'est-à-dire tu te remets en question, tu poses des questions aux autres, tu t'intéresses. Est-ce que tu le vis comme ça, ou alors c'est juste ta personnalité à toi? C'est une personnalité que j'ai apprise à avoir, parce que c'est vrai que des fois je me remettais pas en question, j'étais comme laisse tomber, je suis trop smart, je sais exactement ce que je fais, mais non, la vie des fois te file des claques et il faut, quoi. Et le fait de dire que c'est un cliché du féminin, c'est peut-être des fois un peu injuste, parce que se dire qu'on se remet en question, pour moi je le vis d'une autre façon, c'est se dire on prend le temps d'évaluer les choses. Tout récemment j'ai écouté un podcast où ils expliquaient que les femmes prennent plus de temps pour entreprendre, mais pour celles qui entreprennent, elles ont ça dure plus longtemps, le business est plus périn. Après, il faut vérifier les datas et tout. Mais en fait, moi, quand je l'ai écouté, c'était hyper péjoratif, genre les femmes prennent plus de temps pour entreprendre. Je suis comme, non, des fois, il faut juste être... Ce que nous, on décrit comme précautionneuse, c'est non, elle a pris le temps d'évaluer les risques et se dire, en fait, je fais quoi? Parce que finalement, souvent, on est dans des situations où est-ce qu'on prend soin d'autres personnes, donc tu peux pas tout balancer du jour au lendemain. Moi, je me suis trouvée dans une situation où je suis un peu une anomalie, parce que j'ai un peu pris des gros risques, parce qu'au final, j'ai très peu de personnes à ma charge, voire
presque personne, tu vois. J'avais un appart à payer, c'est tout. J'ai pas de gosse, j'ai pas de prêt, j'ai pas de... c'est plus facile, mais je sais que je suis une exception. Je suis pas la situation typique. Mais si je regarde les femmes dans ma famille qui, elles, ont décidé d'entreprendre, peut-être qu'elles ont pris plus de temps, mais 20 ans plus tard, elles continuent à générer du revenu parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'elles ont structuré et qu'elles se sont dit, bah, c'est un risque, mais un risque dans un cadre, si tu veux. Et de dire que c'est purement féminin, non, c'est juste être... Pour moi, c'est être smart, quoi. Et même à Fempo, des fois, on est un peu... tu vois, avec Fanny, on se dit, bah, putain, on aurait été un mec, je pense qu'on n'aurait pas attendu 6 mois pour faire tel et tel truc, on n'aurait pas attendu 1 an pour... on a attendu 1 an pour embaucher. C'est pas qu'on n'avait pas les sous, c'est juste qu'en vrai... on avait peur de ne pas pouvoir payer quelqu'un correctement et se dire, ben, j'ai embauché quelqu'un, 3 mois plus tard, je lui dis, ben, en fait, mec, je ne peux pas te payer parce que ben, j'ai pas la trésor, quoi. Moi, c'était pas possible que je fasse ça. Donc, on a attendu 1 an. Et des fois, on est hyper fâchés contre nous-mêmes parce qu'on se dit, mais pourquoi on a attendu aussi longtemps? Mais aujourd'hui, quand je suis en train de... Parce que là, présentement, on est en train de construire notre équipe, on est 7, on sera un peu plus l'année prochaine, je suis complètement pérenne avec l'idée que je peux garantir que ces 7 personnes, il n'y a pas de problème, quoi. Tu vois, la trésor, elle est là. Donc, est-ce que c'est négatif que j'ai attendu? Peut-être. Et peut-être c'est pas si mauvais que ça, parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation où est-ce que je peux garantir que, au moins... 6 mois, je ne vais pas m'avancer sur plus, mais tu vois, je sais que je ne prends pas un risque, en tout cas pas sur la vie de ces 7 femmes qui ont décidé de nous rejoindre. Parce que des fois, c'est ça, tu es responsable pour d'autres personnes, quoi. Donc, c'est pas à prendre à la légère, en tout cas pas pour moi. Et tout à l'heure, Alice parlait des soucis de financement, tu as évoqué un petit peu à demi-mot le fait d'aller à la banque. Mm-hmm. Tu crois que c'était parce que c'était le projet, c'était les femmes, c'était les règles, rien à voir? Non, c'était 2 femmes têtues qui ne voulaient pas emprunter chez quelqu'un d'autre. Non, on était un peu... on est hyper indépendante avec Fanny. Donc, en fait, la banque, pour nous, c'était la façon d'être le plus indépendante. Clairement, on n'avait pas les sous. Nos parents sont sympas, mais eux non plus, ils n'avaient pas les sous. Donc, tu fais un crédit. Parce qu'au final, je ne voulais pas, aussitôt dans mon aventure, devoir rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Et devoir avoir une 3e personne en mode tu fais quoi là? Non. Et donc pour moi c'était, en tout cas pour nous c'était la solution et on le regrette pas. Aujourd'hui on continue à être autofinancé, on n'a pas d'argent extérieur et je sais pas, peut-être bientôt ça sera pas la même situation, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qui nous convient, c'est qui on est et on est plutôt contente comme ça. Ok, juste avant qu'on passe aux questions, encore une toute petite, désolée. Tu as un conseil pour les entrepreneuses qui sont ici? Parce que je suis nord-américaine, j'ai toujours envie de dire « just do it ». Mais c'est mon côté canadien. Je sais que c'est compliqué, mais... Commencez par quelque chose, commencez par un petit projet, commencez par un truc avec une pote ou quelqu'un. Peut-être que vous ne vous lancez pas complètement, tu vois, dans le fond de la piscine, mais faites un truc à au moins une échelle sur laquelle vous pouvez évaluer si oui ou non vous pouvez aller plus loin. Nous, c'était un projet au début, c'était un sondage et ça m'a permis d'au moins d'identifier si j'étais dans le bon match avec Fanny. Je savais que ça allait marcher, mais bon. Et après, on est allé plus loin. Mais ce premier pas, c'est vrai que des fois, il est difficile. Donc, si on fait un truc qui est peut-être un scale qui est gérable, ça fait un peu moins peur. Donc, oui, just do it, mais à votre échelle, au début, au moins quelque chose. Yeah. Parfait, merci beaucoup. On va passer à vos questions. Ah, alors apparemment, il y a une sorte de buzzer qui arrive. On a droit à 2 questions, les amis, parce que là, on a dépassé. On n'a pas dépassé Non, on est pile. Quasiment pile. Bon, à 2 minutes près. Ok, deux questions. Et comme toutes les entrepreneuses seront là après, posez des questions à elles. Vous avez sans doute assisté à
à des conférences terribles où les personnes qui prennent la parole après racontent leur vie pendant 10 minutes. Ne soyez pas cette personne. Je te donne le micro. C'est un micro. Oula, hop, la technologie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de votre équipe. Vous avez parlé que vous avez embauché 7 personnes. Est-ce que vous embauchez que des femmes uniquement ou est-ce qu'il y a également des hommes dans votre équipe? Ce qui est intéressant, c'est au tout début de ce projet, on était carrément 60-40 hommes-femmes, donc 60% d'hommes, 40% de femmes. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, on a shifté à 80-20, non pas parce qu'il y avait une volonté, c'est juste, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Et donc, on n'a pas du tout une idée de dire que oui, on veut que des femmes, ou on veut que ci, on veut que ça. C'est pas du tout dans notre construction, en fait, avec Fanny. Ce qu'on regarde, c'est est-ce que tu as la culture Fempo? Est-ce que tu cherches à développer quelque chose? Est-ce que tu es un warrior, en fait? Et ça, on l'a défini, on l'a très bien défini entre elle et moi. Donc, c'est juste par hasard. Et donc, oui, on cherche des hommes. Pas spécifiquement parce que vous êtes homme, mais si vous avez les compétences qu'on recherche, là, on a quelques postings en ligne, on fait de la chasse, on activement cherche des profils dans différents secteurs, que ce soit en marketing, en community management, en growth. Donc non, c'est pas du tout un truc sur lequel on se focus. Au contraire, franchement, j'y ai même pas pensé plus que ça. Mais c'est vrai, un jour, quand j'ai regardé le bureau, il y avait que des mecs, je me suis dit, moi, franchement, ça stylé, quoi. Oui. Alors déjà, merci beaucoup pour ce que tu as fait avec Fempo, c'est super, on est contente. On aurait pu dire qu'on est indisposé, terme horrible. Moi, j'ai une question. Tu lui as dit pas mal que tu venais du monde de l'ONG et du médical. Quelles sont les best practices un peu que tu as apportées dans le business et comment tu t'es dit, je vais me lancer, être plutôt dans le business, un truc rentable et voilà, et changer le game, quoi. Ok, donc l'ONG pour laquelle j'ai travaillé très rapidement s'appelle The Elizabeth Fry Society. C'est une ONG qui cette année fête ses 80 ans. Donc ils ont une belle histoire. C'est une des plus grosses au Canada. Et j'ai travaillé avec une femme fantastique pendant 6 ans. Cette femme, c'était business all the way. C'était business avec du cœur, quoi. Mais c'était business. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a moyen de faire des choses, on dit en anglais for the greater good, et ne pas être dans le « Ah, mais c'est une asso, donc on va prendre ça cool, tu vois, nanana. » Non, c'était vraiment, on est focus, parce que en fait, si notre mission, c'est d'aider un maximum de femmes au Canada, il faut qu'on ait un plan, il faut que le plan il soit solide, il faut qu'on ait du financement, il faut qu'on soit indépendante sur certains projets qu'on sait que l'État ne va jamais financer. Typiquement, c'est une des ONG qui a lancé un des premiers programmes pour aider les femmes à accueillir leurs enfants pendant qu'elles étaient encore dans le système incarcéral. C'est une chose qui est extrêmement compliquée à gérer, mais ça c'est quelque chose que l'État ne veut pas financer. Donc en fait, tu fais ça comment? Tu vas chercher des dons, tu en discutes, tu fais des cercles de discussion, tu vas chercher des financements de femmes, d'hommes, de personnes qui ont vécu ces situations-là dans le passé. Et donc, elle m'a vraiment appris que l'asso et le business, c'est pas des anti. L'un ne vit pas sans. C'est pas deux choses opposées l'une à l'autre. Et trop souvent, je vois ça, en fait, la caricature de l'associatif, baba cool, contre l'État. Non, en fait. Il y a moyen de faire des choses et avec un esprit carré, financé, à long terme. Cette femme-là, elle m'a appris à penser à long terme. Elle m'a appris qu'aujourd'hui, elle était CEO de eFry, mais qu'en fait, elle avait une vision 25 ans. Et ce 25 ans, il était financé, quoi. C'était pas juste je croise les doigts et peut-être l'État va me filer des sous. C'était non. Comment on fait si un jour on doit être indépendant et que un nouveau gouvernement dit mais en fait je m'en fous, les femmes peuvent rester en tôle, quoi. Donc c'est ça que j'ai amené à Fempo, c'est se dire que je peux faire ce que je fais aujourd'hui, qui a une mission mais qui est carré
et sans faire de conneries, en tout cas du point de vue business. Et j'ai pas de background en business, je suis un pur produit de la science politique, donc en fait je sais rien faire, à part très bien parler. Mais en tout cas, elle m'a donné cette discipline. Et ça se traduit à Fempo parce qu'une des premières personnes qu'on a cherchées, c'était une responsable administrative et financière. On s'est dit, c'est pas possible de faire ce truc si c'est juste un truc sympa. Non, moi je veux quelqu'un qui va être là, qui va me dire, écoute, t'es pas rentable, ou sinon tes marges sont pas les bonnes, il faut qu'on fasse tel et tel truc, on va structurer, parce qu'au final, si tu veux vivre ta mission et tu veux que ton truc il dure, qu'il soit là dans 25, 50, 100 ans, il faut que tu te prépares, quoi. Et ça, en tout cas, that's all I have to say.